Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour DMG, je t'écris, je fais encore un nouveau voice pour raconter une histoire. En fait, l'histoire est intitulée La force de la parole. Mon père était un instituteur, un directeur d'école dans un petit village de la place. Je suis ivoirienne et c'est à l'ouest. Et nous étions dans une cour. En fait, il y avait les instituteurs, les conseillers, les directeurs d'études. En fait, il y avait un camp de tous ceux qui ont un camp d'enseignants, mais sauf que nous, comme on parlait le patois, et de l'autre côté était plein, mon père, lui, il était le conseiller pédagogique et tout. Du coup, nous, on était au milieu des villageois. En fait, le village était vraiment très bien construit, donc on nous avait donné, mon père, nous étions nombreux, donc du coup, il nous a, on était, et les chambres étaient aussi beaucoup par rapport au camp des enseignants. Donc mon père a préféré rester avec les villageois. Et donc mon père, vu qu'on était nombreux et avec l'argent de l'institut d'enseignants et tout, c'était pas vraiment beaucoup. Donc mon père, lui, la nuit, il partait chasser avec mes grands frères. Souvent, il chassait, on faisait des plantations. Donc un jour, il revenait de sa chasse et je sais pas, il avait tué, c'est pas une biche ou une gazelle, quelque chose comme ça et tout. Et la nuit, parce que quand il arrive comme ça, la nuit, lui, il partait que les week-ends, donc la nuit, nous tous, on nous réveille tous, et puis lui aussi, avec les mamans et tout, on est assis autour du feu, il raconte des histoires, euh, il racontait des histoires, en fait, on rigolait, et puis on nous montrait, en fait, les parties du corps humain, en fait, à travers l'animal. Voici ça qui est là, voici ça qui est là, voilà pourquoi ça fait ci, voilà pourquoi ça fait ça. En fait, tout ça et tout, et franchement, c'était intéressant. Et après, on faisait des contes, il nous racontait des contes et tout. Franchement, et souvent, il y a les enfants du village aussi qui venaient, mais souvent, quand ils sortaient, ils venaient de, du, de la chasse, c'était très tard. Donc, du coup, ils nous réveillaient et tout. Donc, le matin, la viande, ils l'ont découpée et tout. Donc, on dit un grillage. Oui, le grillage. Oui, le grillage, en fait, c'est un grillage qui est fermé. On met toute la viande dedans et on sèche, on sèche pour ne pas que ça périsse vite. Donc, du coup, on enlève ce qu'on va préparer le lendemain et le reste, on met dans dans le grill. Je sais plus comment j'ai dit ça. C'est un panier et franchement, c'est en fer et c'est comme une grosse marmite, mais il y a un truc dessus. On mettait le cadenas dessus et on séchait la viande. On mettait la viande, on mettait sur les braises pour sécher à feu doux. Et donc, ma mère, moi j'étais encore petite, hein, j'étais petite. Et ma mère, elle avait mis la sauce au feu. Et moi, ce jour, j'étais malade, donc je n'étais pas partie à l'école. J'étais encore au primaire. Et ma mère, elle a fait sa sauce et tout, et le riz était sur la braise. Et elle a fait la sauce, et puis d'un coup, en fait,
la cuisine, je pense pas qu'elle est... Parce que moi, j'étais couchée là à côté, donc elle n'a pas fermé la cuisine et puis elle a été dans la chambre prendre quelque chose et tout. Et il y a une dame, une de nos voisines qui est rentrée dans, elle est rentrée dans la cuisine et elle a commencé à murmurer des choses et tout, des choses et tout. Et d'un coup, elle est sortie et moi, je l'ai vue. Mais quand je l'ai vue, bah, en fait, elle n'était pas la même. En fait, elle avait des yeux bizarres et tout. Et quand je suis arrivée, j'ai dit à ma maman qu'il y a telle dame qui a, il y a telle dame qui est rentrée dans la cuisine et puis je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais quand elle est sortie, elle n'était plus, elle avait les yeux bizarres et tout. Ma mère est partie chez elle, elle a dit, où je suis avec mes enfants ici. Mon père, je suis avec ici avec mes enfants, mon mari et ma coépouse. Nous sommes ici. Depuis que nous sommes dans ce village, nous sommes alliés. La nourriture que j'ai préparée, moi je suis un enfant de Dieu. Je ne peux jamais empoisonner un enfant, un de mes enfants, mon mari, ni les enfants, les autres enfants qui sont là qu'on élève ici. Ce que tu as mis dans la sauce, là, il faut aller enlever. Maintenant, si moi je vais si je vais partager la nourriture et que quelqu'un meurt ici, bah, vous allez voir de quel village je viens. Et elle a commencé à menacer, elle a pris une casserole, elle a commencé à faire le tour de leur village et tout. Où je suis tant, je suis tant, je suis là, je viens de ci, je viens de ça. J'ai fait ma nourriture, je suis venue ici. Je ne suis pas venue ici pour faire des histoires, je ne suis pas venue ici pour faire ci, je ne suis pas venue pour ça. Vous faites, faites ci. Je suis venue ici parce que mon mari, ils l'ont envoyé ici. Ça fait longtemps que nous sommes là et tout. Cette dame, elle est rentrée dans ma cuisine en train de faire, si je donne la nourriture là, aux enfants, à ma famille, et il y a quelque chose qui arrive à cette dame-là, que je vais lui trancher la gorge. Et d'un coup, la dame, elle est revenue, elle disait, mais je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Et elle est rentrée dans la cuisine, après elle est ressortie. Et puis voilà, donc du coup, on a mangé la nourriture, il n'y avait rien. Et tout, franchement, c'est pour dire que les sorciers, quand vous les attrapez sur le fait de la chose, il vaut mieux que vous parliez parce que la parole, elle est vraiment puissante. La parole qui sort du profond du cœur, quand tu as la foi, franchement, c'est quelque chose et tout. Donc, du coup, je tenais à partager cette histoire. J'ai beaucoup d'histoires, mais bon, j'ai beaucoup d'histoires, mais après, je ne sais pas vraiment comment les raconter. S'il y avait quelqu'un qui peut me contacter pour que je puisse lui dire et raconter parce que... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la team DMG. Likez, commentez, partagez. Je viens encore ce matin vous raconter une autre histoire. Ceci est l'histoire d'un de mes petits cousins. L'histoire date déjà il y a 6 ans. Je pense bien 6 ans de cela. Donc, petit cousin en question vit avec sa maman. Donc, c'est la maison des grands-parents, je veux dire. Sa maman encore dans la maison. Son oncle est là. Et d'autres cousins, cousines. Donc, l'oncle, lui, est marié. Et marié aussi, il vit aussi dans la maison avec son épouse. Puisque c'est lui qui est l'héritier, qui est resté l'héritier de la maison. Alors, le petit cousin, je vais le nommer Eric. L'histoire se passe il y a 6 ans. Eric avait, je pense bien, 22 ans d'âge. Alors, l'oncle d'Eric, marié dans cette même maison familiale, qui est l'héritier, son épouse avait accouché en fait, avait fait un enfant.
Et elle travaillait aussi, donc elle se déplaçait les matins pour rentrer le soir. Eric, lui-même en question, suivait une formation en électricité, on appelle ça quoi? C'est électricité en bâtiment, c'est industriel, je veux dire, électricité industrielle. Eric aussi sortait, rentrait par moment, mais il rentrait un peu plus tôt. Oui. La femme à son oncle rentrait un peu tard. Ce qui fait que elle avait besoin d'une nounou. Je ne viens pas ici incriminer les nounous, mais je viens attirer l'attention de tous ceux-là qui embauchent les nounous dans leur maison. Moi-même, j'ai été nounou, au Gabon, à Libreville. Mais j'attire l'attention de tous parce que cette histoire, vraiment, jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans des problèmes à cause du nounou. Nous n'avions jamais trouvé solution jusqu'aujourd'hui. Alors, la femme de l'oncle embauche une nounou. Elle avait écrit au dehors parce que ici, je ne sais pas si ici chez moi au Cameroun, je vous avais dit depuis que je réside au Gabon, je ne sais donc pas s'il y a des agences d'embauche de nounous ici, je ne sais pas. Je ne sais vraiment plus comment ça se passe ici au Cameroun. Elle avait donc écrit recherche de nounous. Elle a affiché à la cour, à la maison, puisque la maison aussi, leur maison aussi en bordure de route. Alors, la dame est passée, la dame s'est présentée, une jeune dame aussi, jeune fille, je veux dire jeune fille. Eric avait 22 ans, la fille avait donc des 30 ans d'âge. Elle s'est présentée comme la femme de l'oncle d'Eric était dans le besoin. La femme l'a embauchée. La femme lui a dit comment ça allait se passer et autres. Les deux sont tombés d'accord. Alors, la dame a commencé, elle vient le matin, elle s'occupe de l'enfant, elle quitte et part. Elle vient, elle s'occupe de l'enfant, elle attend le retour de la patronne. Elle rentre. Eric aussi qui allait tout le temps à sa formation, qui revenait un peu tôt. Quand il rentrait un peu tôt, il restait au salon visionner, c'était avec la nounou en question et tout. Ça papotait, ça racontait. Voilà comment Eric tombe sous le charme de la fille, tombe amoureux de la nounou. La nounou aussi qui dit être amoureuse d'Eric. Et voilà donc comment tout commence. Et tout commence, personne dans la maison n'est au courant de la relation. Je dis bien, personne n'est au courant que quelque chose se drame. Parce que quoi, cette dernière avait ordonné à Eric de ne jamais dire quoi que ce soit concernant leur relation à qui que ce soit dans sa famille. Eric donc était tombé sur le charme de la fille, n'a donc rien raconté à qui que ce soit dans la famille. Alors, 8 mois s'écoulent. La fille a pratiquement passé 8 à 9 mois à garder l'enfant. Un bon matin, on l'attend venir. Comme tous les matins, elle ne se rend pas. On appelle au téléphone, le numéro ne passe plus. Voilà donc comment Eric, quelques semaines après, commence à faire des crises de folie. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Eric veut taper tout le monde dans la maison. Eric casse tout dans la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors la maman d'Eric, qui est ma tante, transporte Eric dans
à l'hôpital. On se dit peut-être il est malade, c'est peut-être un neuropalu, c'est quoi? À l'hôpital, rien, il veut frapper tout le monde. On ne trouve absolument rien à l'hôpital, on demande à la famille d'aller chercher plus loin, chez les Noirs. Eric est transporté chez les Nganga, chez les marabouts. C'est là où nous sommes au courant de ce qui s'était passé avec Eric. Eric, quand il avait commencé la relation avec la dame, la fille, la nounou en question, la nounou est une nounou, pas comme vous et moi, qui sommes des personnes vivantes sur Terre. C'est une envoyée, une sorcière, une envoyée de l'eau, je ne sais pas de l'eau ou c'est de quoi. En tout cas, quelqu'un qui est venu juste récupérer l'âme des gens et repartir. Donc, quand elle avait vu l'annonce, elle avait déjà visionné dans ces choses que là-bas se trouve quelqu'un dont elle peut arracher l'âme. C'est elle, c'est dans son regard qu'elle est arrivée à charmer Eric. Eric est tombé sur l'emprise de cette fille. Il ne jurait que sur cette fille-là. Tout ce que la fille le demandait de faire, il le faisait. Cette fille avait amené Eric. Le jour où elle était de repos, Eric et elle s'étaient fixés rendez-vous où ils allaient se rencontrer. Elle avait amené Eric chez un marabout qui était son marabout à elle. Donc on ne sait pas si c'était aussi de son monde. Parce que cet homme, ce marabout en question, on ne l'a plus jamais retrouvé. Ni le lieu, Eric ne reconnaît même plus là où ça se situe, là où il était parti avec cette dame. Le marabout, la dame avait dit à Eric, allons chez le marabout, puisque tu fais dans telle formation, là-bas ils peuvent te faire comme ça, comme ça, comme ça. Et je vous rappelle, je ne viens pas ici insulter ou alors incriminer des Béninois. Jamais. Mais c'était une nounou béninoise. Elle s'était présentée en disant qu'elle était béninoise. Je ne viens pas ici dire que les Béninois sont mauvais. Non. Non. Je viens raconter l'histoire telle que ça se passe, tel que ça s'est passé. Voilà donc comment, dans leur relation, elle est arrivée à mener Eric chez un marabout. Disant à Eric, oh, puisque tu termines ta formation cette année, voilà, allons chez le marabout, il va te faire des choses, il est très bon, tu vas gagner un grand marché dans une entreprise après, allons. Eric, sur l'emprise de l'envoûtement, s'est rendu avec elle chez le marabout. Le marabout a fait un travail où cette fille a récupéré tout dans Eric. Et le jour où elle récupère tout, elle revient, elle a peut-être travaillé encore pour 3 jours et après elle a arrêté, elle ne venait plus. Voilà donc comment les crises de folie commencent. Eric devient zinzin. Par moment, il est bien. Je vous dis, ça date déjà de 6 ans. Par moment, nous sommes assis là, tous, il est bien. Un moment après, il commence à délirer. C'est comme ça que ça se passe avec lui. Et quand il délire, c'est grave. Il veut tuer tout le monde dans la maison. Il sort la machette, il veut découper tout le monde. On doit le neutraliser, on doit l'amarrer, on doit... Tout le quartier sort. Les prêtres, les églises, les marabouts. Personne n'a pu ramener Eric. Eric vit ce problème jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes que dans des prières. Ça ne va vraiment pas. Pour une nounou dont on a fait confiance, on a fait rentrer dans la maison.
J'aimerais ici attirer l'attention de toutes ces personnes qui embauchent des nounous. Moi, j'ai été nounou chez des gens. J'ai aussi embauché des nounous chez moi. Donc, ayez un regard, je vous prie. Vraiment. Soyons, nous parents là, soyons regardants envers nos enfants. Je pense que si la maman d'Eric était regardante envers son fils, elle aurait peut-être remarqué que quelque chose se dramait. Je vous assure, soyons vraiment regardants quand nous embauchons des gens pour travailler pour nous, dans nos maisons. Soyons regardants, regardons le comportement. Est-ce que l'enfant a changé le comportement? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce qu'il est maintenant comme ça avec cette nounou? Pourquoi? Soyons vraiment regardants, très vigilants. Parce que ce problème, nous ne savons vraiment pas, il n'y a que Dieu seul qui pourra venir trancher. Cette fille est introuvable jusqu'aujourd'hui. Nous avons fouillé de là où se trouve sa communauté au Cameroun. Fouillé, la famille a fouillé. Partout, rien. Elle est introuvable. Les Nganga ont dit que ce n'est pas une personne vraiment naturelle. C'est une personne qui est venue juste arracher. Elle était venue en mission. Arracher l'âme, partir avec et laisser l'enfant bredou. C'est un enfant qui brillait tellement qu'il avait l'avenir devant. Je ne vous mens pas. Vraiment, beaucoup de vigilance. Soyons regardants envers nos enfants dans les maisons, quand nous embauchons des personnes dans nos maisons. Ok, je vous remercie. Likez, commentez, partagez. Très bonne journée encore. Bisous à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour, bonsoir à la grande famille DMG, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. Alors partagez, likez, publiez afin d'attirer et sensibiliser plus nos proches sur les différents rouages de cette vie dans laquelle nous sommes. Je viens avec une nouvelle histoire intitulée La richesse à tout prix. Alors cette histoire-là, elle commence avec un personnage du nom de Samy. Samy était un jeune très studieux. Il a eu un parcours scolaire vraiment fulgurant, incroyable. Il a eu de bonnes notes presque partout, presque même en classe, on le déléguait comme chef. C'est-à-dire qu'il avait en quelque sorte les traits d'être un leader. Même ses parents lui avaient prédestiné ou voué peut-être, on va dire quoi, une réussite absolue. Mais voilà que ce dernier-là, une fois arrivé en classe de terminale, va commencer à se laisser influencer par la mauvaise fréquentation, va commencer à s'adonner aux pratiques, c'est-à-dire à prendre la drogue, va commencer à favoriser l'école buissonnée par rapport à l'école normale, va commencer à pratiquer des soirées et parties. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les soirées et parties, excusez-moi de l'expression. Les soirées et parties, ce sont des soirées où on décide de se voir avec des potes et on évite tellement de filles. On boit, il y a l'alcool, il y a des joints, on fume. Un peu comme ce que les Américains ont pour habitude de le faire. Alors voilà, ce dernier-là, une fois en terminale et en raison aussi de ses mauvaises fréquentations, cela va très vite se faire savoir. Il finira par échouer plus de 2 fois à l'examen du baccalauréat. Tout le monde était complètement contesté. On ne savait pas véritablement ce qui pouvait justifier en quelque sorte cette réaction de la part de ce dernier. Et voilà que il va décider comme ça de tenter de s'adonner à des concours. Là encore, il va présenter environ 4 concours qui malheureusement ne vont pas marcher. Ses parents seront à bout de souffle. Ils seront découragés parce qu'il lui avait voué, certes, une réussite absolue, mais n'aurait jamais su à un instant que ce dernier allait pouvoir traverser de telles réalités. Alors, ayant marre, ils vont solliciter l'aide de le frère, c'est-à-dire le père du côté paternel, va solliciter l'aide de son frère qui est au village, de sorte à ce qu'il vienne chercher son fils Samy pour qu'il parte avec ce dernier-là au village. Mais en réalité, c'était une erreur. Quand Samy arrivera au village, c'était compliqué pour lui dès le début de se familiariser avec la vie villageoise en quelque sorte. C'était compliqué. Même
attraper une machette, il avait du mal, il ne savait même pas où est-ce qu'il devait irriguer les herbes et eau, tout ça. Mais à la longue, il finira par s'habituer très vite. Étant au village, il fera la connaissance d'une demoiselle du nom de Yasmine. Avec les deux, ils vont commencer à nouer un amour un peu, on va dire, non conventionnel, parce que cette dernière-là était déjà prise par un certain autre homme, du nom du vieux, voilà, le vieux, on va l'appeler le vieux Moribadou. Et chemin faisant, ils vont se retrouver dans un schéma triangulaire d'amour insalubre. Donc la fille ne pouvant pas supporter cela va solliciter l'aide d'une vieille qui est réputée dans le village comme étant la meilleure en tout ce qui concerne sorcellerie, pratiques occultes, mystères et autres, tout ça. Donc elle ira voir cette dernière et cette dernière lui donnera une poudre qu'elle va ingurgiter dans la porte de ce monsieur-là qui, une fois à l'intérieur de son ventre, le fera vomir et il mourra. Alors, une fois ce dernier-là, une fois son mari mort, elle aura libre coup de pouvoir vivre son amour avec Samy. Mais en réalité, là aussi, c'était un véritable coup de pouce parce que Samy, les jours passants, se voyait dans l'utilité de trouver de quoi faire parce qu'il ne se voyait pas vivre et mourir au village. Donc, il réfléchissait de jour en jour sur comment réussir et voilà que il va décider d'aller voir la vieille femme en question qui a sollicité les services de certaines personnes mystiques aussi avant qu'elle ne soit aussi intégrée et enfin va décider de présenter un ultimatum à cette dernière en lui faisant croire que il serait prêt à tout pour être riche. La femme va lui faire savoir que c'est un grand risque qu'il prend, mais Samy tellement prêt à être riche et à faire plaisir à sa demoiselle d'honneur, sa dulcinée Yasmine, décidera de prendre tout et ne décidera pas de revenir en arrière. Alors, la dame, souriante, ayant un sourire narquois, je dirais, va lui dire, si vraiment tu veux être riche, va falloir que tu choisisses un membre de ta famille afin que nous sacrifions cette personne. Ces histoires-là, on en a connu, mais qu'est-ce qui fait en fait la particularité? C'est le fait que ce personnage soit hors d'état d'âme, jusqu'à aller signer un pacte avec le diable et proposer qu'on élimine son père, parce que son père lui envoyait au village. Donc il avait la haine contre son père. Son père sera sacrifié le premier. Alors les prémices vont commencer. Les jours qui vont suivre, il va commencer à se faire de l'argent. Il aura de l'argent. Il aura de l'argent. Et cela va très vite attiser la curiosité des villageois. C'est-à-dire, subitement comme ça, du jour au lendemain, on commence à se faire de l'argent. Sans même chercher à savoir comment ça se fait, voilà, on commence à se faire de l'argent. Et il décidera par la suite de venir en ville et vivre un bon moment avec sa dulcinée. C'est là que, ne sachant pas que tout ce que nous posons comme acte a des répercussions, il sera confronté à une réalité, celle-là où, en fait, le pacte devait être renouvelé. Mais ignorant cela, il fit brusquement frappé par une maladie indescriptible. Donc du coup, il ira voir la vieille encore au village qui lui dira, mais le sacrifice est à renouveler chaque 5 ans. Mais ignorant cela, il lui demandera quelle est la suite des événements à faire. Elle lui dira, mais il va falloir qu'on choisisse une autre personne à sacrifier. C'est toi-même qui nous donne cette personne. Il ne pouvait vraiment pas donner Yasmine, puisque Yasmine était enceinte de lui. Mais il avait sa mère, mais qui d'autre donner? Et c'est là que la dame lui dira, ou à défaut pour endiguer complètement le sort, de sorte à être terminé, il peut sacrifier sa mère. Mais comment est-ce qu'il va la sacrifier? En couchant déjà avec elle, en lui prélevant des cheveux et en allant. Donc, il va réfléchir et va passer à l'acte. Il va décider de sacrifier sa mère et ensuite, il va vivre. Mais cette vie-là, de jour en jour, il ne se sentira pas vraiment heureux. Parce que quand on est fait du bien ou du mal, à tous les coups, cela réjaillit complètement au visage. Et c'est là qu'on se rappelle qu'on aurait dû profiter de chaque instant avec les personnes que nous aimons. Sinon, à quoi bon ça sert de se faire de l'argent si on ne peut pas profiter avec la famille? Pas notre famille, mais la famille générale. Donc, la famille DMG, j'attire vraiment notre attention sur les différentes prises de décision que nous prenons face à la vie difficile et les réalités. Allez, portons-nous bien et que Dieu nous donne la bonne compréhension des choses. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire.
Hello everyone, hello DMG, hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je viens partager mon expérience. Alors moi je vais pas appeler ça une histoire parce que c'est un truc que j'ai vécu en fait personnellement. Donc pour moi c'est une expérience. Donc je viens vous la partager, je viens vous la conter en fait. Voilà, donc je remercie déjà DMG pour l'initiative. C'est bien sûr pour la plateforme également qu'il a créé la plateforme de partage. C'est une initiative en fait qui vise à sensibiliser, comme il le dit très souvent. Donc je vous invite à liker, partager et surtout n'oubliez pas de commenter. Alors moi la morale de l'histoire, je ne saurais pas vraiment vous dire s'il y a une morale derrière. Donc je compte sur vous également pour vos retours. Surtout n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir. On va toujours aller lire et voir si on a des retours positifs ou négatifs, qu'importe du moment que c'est un retour, on prend. Voilà, donc sans plus tarder, let us donc jump into the deep dive. Voilà, donc je sais plus trop en quelle année c'était, mais je pense que j'avais entre 20 et 22 ans. Donc cette année-là, en fait, je consommais des substances illicites. J'entends par là ce qu'au Cameroun, parce que je suis d'origine camerounaise, je suis camerounais en fait. Ce qu'au Cameroun on appelle communément le yum ou le mbonga. Alors le mbanga en fait c'est, pour ceux qui ne savent pas, soit la marijuana, soit le gay. Voilà, donc je consommais ça. J'étais pas accro, mais je consommais parce que j'avais des amis qui consommaient. Donc c'était en fait, j'étais sous une mauvaise influence, j'avais pas des amis recommandables. Donc, et il se trouve que l'un de ces amis là était mon voisin direct. Lorsque je dis direct, c'est bien sûr nos portes sont directement collées. Et je résidais à Douala. Douala, je vais bien sûr taire le quartier, mais je résidais dans un quartier, pour vous donner un indice, je veux dire. Je résidais dans un quartier résidentiel, un quartier sikh. Les quartiers sikhs pour les villes de Douala ou Yaoundé, ce sont des quartiers en fait qui appartiennent à l'État, où les immeubles en fait appartiennent à l'État. Donc je résidais dans un de ces immeubles-là et mon ami en fait qui avait de l'influence sur moi était mon voisin direct. Et donc un soir comme ça, je sais pas vraiment quel jour de la semaine on était, j'avais du mal à dormir et donc je jouais à la console. Et mon voisin dort également à côté de chez moi parce que nos maisons étaient directement liées, c'est-à-dire sa porte, dès que tu sors de chez lui là, ma porte est juste à côté. Donc lui également apparemment avait du mal à dormir, donc il me fait signe, il me dit gars voilà j'ai un joint là, si tu veux on va se le péter là dehors. Et donc moi n'étant pas endormi, je dis voilà pourquoi pas. Donc je dis donc à mon ami bon passe à la maison le temps pour moi d'enfiler un pantalon et on va se le péter dehors. Il me dit qu'ok, il arrive. Donc il arrive chez moi, il entre, je ferme la porte derrière lui, je vais dans ma chambre, j'enfile un pantalon et je ressors. Maintenant nous sommes en train de ressortir, nous arrivons devant ma porte, je tourne en fait la clé. Lorsque je tourne la clé, je tourne à 2 reprises, donc forcément la vachette elle est totalement ouverte. La porte elle est ouverte, mais sauf qu'il faut baisser le poignet maintenant pour officiellement ouvrir la porte. Et donc dès le moment DMG, c'est là en fait que l'histoire en fait commence. Là où en fait la partie mystique commence. Parce que dès le moment où j'attrape le poignet, je baisse le poignet DMG, quelqu'un cogne de l'autre côté de la porte à 3 reprises. Alors une fois que j'entends ça, je trouve ça étrange. Comment est-ce que c'est dès le moment où je baisse le poignet que la personne a décidé de cogner? Donc je trouve ça étrange, mais je ne panique pas. En un instant, j'ai analysé la situation. Je me suis dit, il se peut que ce soit un bandit. Il ne faut pas trembler. Si c'est un bandit, s'il sent en fait que tu trembles, même étant donné que lui, il est de l'autre côté de la porte, toi, tu es de l'autre côté. La porte n'était pas encore ouverte, il n'y a que le poignet qui était baissé. S'il détecte en fait que tu trembles, il se peut qu'en fait, il essaie d'enfoncer la porte. Et s'il le fait, étant donné que moi, je suis de l'autre côté, je peux me prendre la porte sur le visage. Et donc,
En un instant, j'analyse, je me dis la meilleure solution, c'est d'ouvrir la porte et en fait, ne pas se placer en retrait, mais se placer, bien sûr, s'imposer. Donc, dès que j'ouvre, ce que je fais, c'est que je m'impose directement à l'entrée. Je me place directement à l'entrée. Et lorsque je me place à l'entrée comme ça, je vois en fait une dame. DMG, je vois une dame. Elle est déjà à première vue. La chose la plus étrange, étrange en fait, je veux dire, c'est qu'elle est entièrement couverte de boue. Alors, son allure, c'est comme si on l'a déterrée de quelque part, comme si elle a été déterrée de quelque part. La dame a des babouches, ce qu'on appelle communément, on appelait communément au Cameroun les sans confiance. Elle a des sans confiance. Elle a un body. Je sais pas comment les femmes appellent ça, mais c'est un body noir qui cachait en fait le body n'avait pas d'épaule, donc ça n'avait pas en fait de manches, je veux dire, ça s'arrêtait aux épaules. Donc le body était de couleur noire. Elle avait attaché un pagne, un tissu pagne au niveau de sa taille jusqu'en bas. Et puis ses cheveux. Ses cheveux, c'était genre, vous voyez, lorsque une femme comment je vais dire, défait ses tresses, comment les cheveux sont, donc c'était pas peigné, c'était touffu, c'était en désordre, quoi. Donc, et chose étonnante, DMG, la dame en question avait un gros livre. Un énorme livre, tellement gros. Alors moi, lorsque je vois le livre, il était de couleur noire. Mais il y a une chose bizarre que j'ai remarqué sur le livre, ce sont des pages. Les pages du livre étaient en rouge. Et lorsque j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une Bible. Parce que je sais qu'il y a des Bibles avec des pages où tu vois quand la Bible est fermée, on a la couverture bien sûr qui est noire. Mais on a des pages, tu vois, les bordures des pages là qui étaient de couleur rouge. Moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une Bible. Et bizarrement, lorsque je vois ça, je salue la dame, je dis bonjour. Elle me répond bonjour et puis elle me pose la question, est-ce que c'est ici l'église? Alors, quand elle me pose cette question, je suis d'abord, comment je vais dire, je suis étonné. Je lui demande, mais non, c'est pas ici l'église, il n'y a pas d'église ici. Et je retourne en lui demandant que, mais même si c'était l'église, tu vas à l'église à 3 heures. Et je lui fais comprendre que, parce que là, en fait, actuellement, il est 3 heures. Et lorsque je fais la remarque à la dame que voilà, il est 3 heures. Est-ce que vous allez à l'église à 3 heures? Est-ce que vous avez l'habitude d'aller à l'église à 3 heures? Ce qu'elle fait, c'est que elle s'excuse, elle me dit excusez-moi, elle se retourne. Et lorsqu'elle se retourne comme si elle était en train de s'en aller, je me rends compte que j'ai oublié mon briquet. Vous savez, en tant que fumeur, voilà, le briquet, c'est la base. Donc je me rends compte que j'ai oublié mon briquet dans ma chambre. Je retourne dans ma chambre, je laisse mon voisin qui était juste derrière moi quand tout ça s'est passé. Je laisse mon voisin, donc je retourne dans ma chambre récupérer mon briquet. Et lorsque je reviens, dans ma tête, je sais que la dame est partie parce que lorsque je laisse mon voisin avec la dame, elle a tourné le dos et elle est en train de descendre les escaliers comme si elle s'en va. Mais bizarre, chose étonnante, c'est que lorsque je reviens, j'ouvre ma porte, je vois une scène, ou bien j'ai en fait, comment je vais dire, je vois une scène que lorsque j'analyse, je me dis la dame était en train de vouloir, je ne sais pas si elle voulait assommer, mais elle voulait porter un coup à mon voisin parce qu'il avait le dos tourné, elle était derrière lui. Donc, lorsque je reviens de récupérer mon briquet, j'ouvre ma porte, je vois la dame derrière mon voisin le dos tourné, elle a les mains levées comme si elle veut porter un coup sur mon voisin. Mais dès le moment où j'ouvre la porte, elle sent que j'ai ouvert la porte derrière elle, elle se retient, elle redescend les escaliers, mon voisin en fait se retourne, il se retourne vers moi. Lui n'a pas compris, mais moi lorsque j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle voulait faire? Mais bon, je me suis pas hasardé dessus. Je me suis quand même posé la question à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'elle s'apprêta à faire par hasard? Mais bon,
Et étant donné que lorsque je l'ai attrapée en fait en train de vouloir porter le coup, elle n'a plus fait. Ce qu'elle a décidé de faire, c'est rapidement descendre les escaliers. Et une fois de plus encore, elle m'a lancé le excusez-moi. Elle a pris les escaliers, s'est mise à descendre les escaliers et puis elle est sortie de l'immeuble. Et donc lorsqu'elle sort de l'immeuble comme ça, le truc c'est que à l'entrée de mon immeuble, il y a deux voies. Il y a deux voies qui mènent vers un même endroit. Donc c'est comme tu peux prendre une voie, tu prends une autre voie, mais les deux voies en fait même au même endroit. Donc elle a pris le chemin qui allait, je vais dire, à droite. Nous, on a pris le chemin qui allait à gauche. Mais bizarrement, nous, en allant vers le chemin qui allait à gauche, c'est qu'on partait, en fait, on se rendait vers une école. Parce que vers une école, là, il y avait un chantier là-bas. Et donc, vous savez, les fumeurs, en fait, ils aiment bien les chantiers. Parce que, voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ils aiment bien aller fumer dans les chantiers. Ils préfèrent, en fait, c'est pas toujours bien de s'afficher en plein air, donc pourquoi pas dans un chantier, une maison en chantier. Donc on prend le chemin qui va le chemin de la gauche, sachant en fait que ça va nous mener vers le chantier. Et la dame, en fait, elle a pris le chemin qui va vers la droite. Bon, lorsqu'elle prend le chemin qui va vers la droite, sauf que le chemin qui va vers la droite amène également vers le chantier, mais sauf que c'est un peu un long chemin. Ça veut dire que nous qui avons pris le chemin qui mène vers la gauche, on arrive plus vite au chantier que la dame. On arrive plus vite dans le chantier en fait que elle qui a pris le chemin qui mène vers la droite, sauf que elle, son chemin, il est encore un peu plus long. Donc lorsqu'on arrive au chantier, on allume, nous sommes en train de rouler en fait notre joint. Lorsque nous sommes en train de rouler, de loin, j'aperçois une silhouette. Je dis à mon voisin, mais c'est pas la dame là-bas qui est en train de revenir vers nous. Et mon voisin lève la tête. On se rend compte que en fait c'est elle. Et lorsque de loin, elle s'aperçoit que c'est encore nous, DMG, elle a commencé à, comment je vais dire, à courir, à charger sur nous. Donc, de loin, on voyait comment elle est en train de courir, elle chargeait. Donc, moi, lorsque j'analyse ça, je me dis, la façon dont elle courait que, comme on dit au Cameroun, elle venait nous boum là. Donc, elle venait nous, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, elle venait en fait nous lyncher ou bien nous donner des claques ou bien nous faire quelque chose. Mais ses intentions n'étaient clairement pas bonnes. Donc, mon ami, je pense mon voisin, qui est mon ami d'ailleurs, je pense que lui également, il a eu la même présence d'esprit que moi. Il a dû se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle charge sur nous comme ça? Parce qu'elle chargeait vraiment. Et quand tu voyais comment elle courait, tu sentais qu'elle court avec une rage, qu'elle va nous faire quelque chose que... Donc, bizarrement, pendant qu'elle est en train de courir, nous, on a déjà fini d'enrouler notre joint. Et mon voisin, je sais pas trop, il me dit, attends, je vais faire quelque chose. Il prend le joint, il met dans sa bouche, il allume le joint avec, en fait, le briquet. Il allume, il tire, comme c'est, vous savez, le guet, c'est pas comme la cigarette, en fait. Donc, lorsque tu fumes, la fumée, en fait, du guet, je sais pas comment expliquer ça, mais elle est assez dosée. La fumée est assez dosée. Et donc, lorsque tu prends même une petite brise, lorsque tu tires juste un peu, il se peut en fait que tu as, je sais pas comment dire, tu as pris une très grosse dose de fumée dans tes poumons. Donc, il tire un peu. Et en ce moment, quand il est en train de tirer, la dame, elle est déjà quasi à quelques centimètres de nous. Mais elle était en train de charger. Donc, elle courait. Et puis, quand elle est à quelques centimètres, je vais dire peut-être... non, elle était à quelques mètres, je vais peut-être dire 1 mètre de nous. Et lorsqu'elle est à 1 mètre de nous, mon ami donc il tire le guet, donc il aspire une bonne quantité. Et quand elle est déjà à quelques centimètres de nous, il verse la fumée là sur elle. Donc il expulse la fumée là sur elle. Et lorsqu'il fait ça, ce qu'elle fait, là, elle ralentit. Mais elle a ralenti vraiment avec, je sais pas, vous voyez dans les dessins pour enfants, là, comment elle est, je vais dire par exemple les Tom et Jerry, la façon dont ils ralentissent, c'est comme ça qu'elle a ralenti. Elle a ralenti et pour la 3e fois quand elle ralentit, elle fait 2 pas à gauche.
comme si elle veut nous éviter. Elle nous dit encore pour la 3e fois, excusez-moi. Elle nous traverse. Et lorsqu'elle nous traverse, au niveau du chantier, avec un robinet, c'est un forage à l'extérieur. Elle nous traverse. Lorsqu'elle nous traverse, nous on se tourne pour voir en fait où est-ce qu'elle est en train d'aller. Elle nous traverse, elle se rend vers le petit robinet. Elle ouvre, comment on appelle ça, le robinet. Je sais pas si elle lavait son visage ou bien si elle buvait l'eau. Mais DMG, la chose étonnante, c'est que dès qu'elle a ouvert le robinet là, je sais pas si elle se lavait le visage ou elle buvait l'eau, elle a instantanément disparu. Elle a disparu devant nous. Je n'étais pas seul, je tiens à rappeler que j'étais avec mon voisin. Et on va même pas dire qu'on était comment je veux dire, qu'on était ivre ou bien qu'on était peinté parce qu'on n'avait pas encore fumé. Et juste le temps que mon voisin aspire et juste avant ça, avant que mon voisin aspire, le gay et ne rejette sur elle, on n'avait quasi rien fumé. Donc, on était encore lucide, mais elle a disparu devant nos yeux. Bah, on a vu ça comme ça. Ce qu'on a fait même, c'est que, bon, rapidement, on n'est pas resté sur place. Quand on a vu qu'elle a disparu, on s'est juste dit que, gars, Alangala, tu as vu ça, elle est go où? Elle est go où? On a essayé de longer un peu pour voir si, entre-temps, on a pas mal vu. Ou si elle ne s'est pas déplacée, on était un peu à un moment discret et puis elle s'est déplacée. Mais on ne la retrouvait pas. À l'instant où elle a ouvert le robinet là, elle a disparu devant nous. On a essayé de comprendre sans vraiment s'approcher du robinet, mais on n'a pas voulu creuser. On a rapidement fumé notre guet, nous sommes rentrés. Alors, ça c'était la première partie de l'histoire parce que ce qui est encore étonnant, c'est que alors moi je rentre chez moi, je me couche, je dors. Le lendemain matin, je tiens à rappeler que j'ai ma mère qui était aux États-Unis. Ma mère qui vivait aux États-Unis, donc le lendemain matin, et je pense chez eux, aux États-Unis, il était un truc comme 3 heures. Alors, 3 heures, je crois, chez eux, ici au Cameroun, je crois il est 7 heures, si je ne dis pas de bêtises, il doit être 7 heures ou bien. Donc, à 7 heures du matin, je suis en plein sommeil. J'ai ma grande soeur qui vient me réveiller, elle me dit, qui était là hier soir? Je me réveille, je lui dis, qui, comment? Elle me dit, elle me passe le téléphone, ma mère me dit, qui est arrivé à la maison hier soir? Je dis, à l'instant, je ne pense pas à la dame parce que, bon, à l'intonation de la question, je me dis, peut-être la mère évoque en fait un proche, un membre de la famille. Donc je dis, bah, je sais pas. Et puis ma mère retorque encore et me demande, elle me dit, j'ai mon pasteur aux États-Unis qui vient de m'appeler, comme quoi il y a une fée qui est arrivée hier soir chez vous, à la maison. Il y a une fée qui est arrivée hier soir à la maison. Tous ceux qui ont vu la fée là, tous ceux qui l'ont croisée, mon pasteur a dit en fait que tous ceux qui l'ont croisée, elle a volé les esprits de tous ceux-là. Alors, moi, directement, ça m'enlève le sommeil dans les yeux. C'est là que je dis à ma mère que oui, c'est vrai, il y a une fille bizarre qui est arrivée ici, là, à 3 heures. Elle a cogné sans toutefois expliquer à ma mère toute l'histoire parce que ma mère elle ne savait pas que je consommais des substances et il était hors de question qu'elle sache. Donc, je donne en fait une version dérivée de l'histoire réelle, mais je tiens quand même à mentionner à ma mère que c'est vrai que la dame était très louche. J'explique en fait l'allure de la dame à ma mère. Ma mère me dit, voilà, mon prophète, parce que c'était son prophète, mon prophète il venait de m'appeler pour me dire que il y a une fée qui est arrivée chez vous hier et que tous ceux qui l'ont vue, elle a volé ou elle a captivé en fait les esprits de ces personnes-là. En fait, qu'elle les a volés, en fait, qu'elle a volé les esprits de ces personnes-là. Moi, je dis à ma mère, bon, ça n'a pas de sens parce que je sais que le corps humain, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Selon la Bible, c'est l'entité en fait humaine. Un homme, c'est 3 choses, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, je dis à ma mère, donc, si moi, j'ai plus mon esprit, c'est que peut-être je délire ou bien je suis fou. C'est que je raisonne plus. Peut-être je suis même déjà mort parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Si on va bien sûr dans la logique de la Bible et tout, parce que je suis chrétien. Et donc ma mère me dit,
voilà, son pasteur son pasteur lui a donné en fait des consignes et il faudrait que tous ceux qui ont rencontré cette fée-là puissent se mettre en route pour le mont Cameroun pour aller prier, faire des prières de délivrance sur le mont Cameroun. Pourquoi? Parce que, à ce qui paraît, ce qu'elle a fait à nos esprits, c'est captiver nos esprits ou qu'elle nous a arraché nos esprits et qu'on n'a pas beaucoup de temps à vivre. Donc, c'est comme ça que, à l'instant T, je me retrouve en train de me mettre en chemin pour le mont Cameroun, donc à Boya. J'arrive au mont Cameroun, je monte, on a grimpé une certaine distance avec un pasteur. C'est un pasteur, en fait, le pasteur de ma mère, il est aux États-Unis, mais il nous a en fait demandé d'aller avec le pasteur qui nous suivait ici au Cameroun. Donc, c'est le pasteur qui nous suit ici au Cameroun, qui nous suivait ici au Cameroun, qui nous amène, avec qui en fait on se met en chemin pour le mont Cameroun. On arrive là-bas, on fait des séances de prière et bien après, mon ami et moi, bien sûr, bien après, on rentre et, et c'est comme ça en fait. Rien ne s'est passé par la suite. On n'a pas eu de crise de folie, rien. Donc voilà donc l'histoire que je souhaitais partager. J'espère, je sais pas quelle morale tirer de ça, si ce n'est que je sais pas si je vais dire que le gay c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose, mais je peux dire avec certitude que ce soir-là, le gay a été pour quelque chose. Alors certainement, peut-être il y avait également la main de Dieu derrière, étant donné que il y a le pasteur de ma mère, son prophète aux États-Unis, qui a été informé divinement, donc certainement il y a la main de Dieu derrière. Donc, un conseil que je peux donner à ceux qui m'ont écouté, c'est surtout prier et également vraiment les substances illicites, vraiment ça vaut pas le coup. Donc c'est pas parce que j'ai évoqué ça que certains vont se dire voilà, donc le gay ça chasse les esprits. Moi je vous assure que non. Voilà, peut-être ça peut chasser si vous brûlez juste ça, mais consommer vraiment ça vaut pas le coup. Voilà donc. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Je vais vous raconter mon histoire. L'histoire se déroule en 2013. En 2013, en ce moment, j'étais encore en classe de 4e, voilà, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et le titre de l'histoire, c'est ils ont failli me sacrifier pour le marché municipal. Okay. En ce moment, avant 2013, le marché était situé dans notre quartier, c'est-à-dire à Dulabougou. Voilà, donc ils ont délocalisé. Il fallait délocaliser le marché pour envoyer ça sur la route, voilà, au goudron. Vous savez, en Afrique, la plupart des lieux publics, on fait toujours des sacrifices. Voilà, on fait toujours des sacrifices pour que le lieu soit toujours animé, que le lieu soit bondé de monde. Voilà. Donc, quand ils ont délocalisé, ils ont envoyé ça au goudron. Et un jour comme ça, on était là. Il y a l'un de nos grands frères qui nous a dit que si vous voulez aller à l'école, ne passez pas vers le marché. Pourtant, moi, j'avais l'habitude de passer vers le marché parce que c'était un raccourci au fait. Voilà. Donc, à chaque fois, moi, je passais là-bas. Donc, quand il avait dit ça, bon, on a banalisé. Comme on était encore gamin, on était encore petit. Classe de 4e. Donc, quand il a dit ça, chaque fois, moi, je passais là-bas, mais quelquefois aussi, il faisait le grand tour. Donc, à l'époque, j'étais avec une meuf là, mais on ne sortait pas encore ensemble. On ne sortait pas ensemble. Vous voyez, copain, copine là, vous causez simplement et puis vite fait là. Donc, un jour comme ça, je crois bien c'était un mercredi. Elle dit à l'un de mes potes que non, elle a envie de me voir, qu'elle doit me parler de quelque chose qui est sérieux. Donc, le pote en question vient me parler. Il me dit, la copine là, elle dit que non, elle veut te parler de quelque chose de sérieux. Il dit, donc, mercredi passe, on ne se voit pas en ce moment, on n'avait pas de téléphone.
On ne se voit pas. J'ai dit, il est en train de jouer au foot. Elle vient. Elle dit que, ah, depuis hier, là, je vais te voir, je vais te parler de quelque chose de sérieux. Tu es là, tu me fuis, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle dit, non, c'est pas ça, il n'y a pas le temps, en fait. Moi, elle me dit que, ok, ce soir, fais tout possible pour qu'on se voit. Dans le jour de nos marchés, le jour de marché municipal, c'est vendredi, tu vois. Donc, ce même jour, on ne se voit pas. Donc, c'est vendredi maintenant, le lendemain, vendredi soir. Après les cours là, donc c'est le week-end, donc on peut faire ce qu'on veut maintenant. Donc, on se rencontre, elle me dit que, depuis avant-hier, je voulais te parler de quelque chose de sérieux. Tu es là, tu me fuis, tu ne veux pas me voir. Elle dit, non, c'est pas ça. Elle dit, ok. Elle dit que non, elle a fait un rêve. Elle a rêvé de moi. Elle dit, ah bon, ok. Je te goûte, non? Elle dit que non, elle a rêvé que elle et moi, on s'est mariés. Et le jour de notre mariage, il y a des gens qui sont venus en costard. Qui sont venus, ils disent que non, que c'est moi, qu'ils veulent m'arrêter. Ils ont besoin de ma tête. Parce que. Elle dit, ah bon? Elle dit, ok. Il n'y a pas de problème. Que non, elle a pleuré dans le rêve tellement que non, les gens sont venus me séparer d'elle, m'éloigner d'elle. Et donc, elle a un pressentiment que non, c'est pas bon. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a banalisé l'affaire, on a fini de causer. Voilà, donc je suis rentré chez moi. Donc, moi-même, il a banalisé l'affaire. Donc, le samedi, il y a l'une de mes cousines, elle habitait dans un autre quartier. Voilà, pas le même quartier que nous. Elle vient, elle dit que non, je vais me donner un surnom. Alex. Elle dit, Alex, je veux te voir. Il dit, ah, ça c'est quoi ça encore? Elle dit que non, je veux te voir. Elle dit, ok. Elle vient et puis elle me dit que, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de toi. Elle dit, ah bon? Ah, ça c'est quelle histoire ça là? Elle dit que non, c'est sur rien, j'ai rêvé de toi. Elle dit, ah bon, il dit, explique. Elle dit que non, elle a rêvé que moi, je quittais au quartier, et je quittais à l'école plutôt, pour aller à la maison. Et il y a des gens, il y a des gens qui ont commencé à me poursuivre. Ils ont commencé à me poursuivre et ils voulaient m'attraper, couper ma tête. Chance, c'est le coupé des têtes. Vous voyez, ils ont commencé à me poursuivre, moi j'ai couru, jusqu'à ce que, parce que il y a le quartier du Labourou et puis il y a le quartier des autochtones. Voilà. Donc, il y a un pont qui sépare les deux quartiers. Et donc, moi, j'ai couru jusqu'à était passé le pont et puis je suis tombé dans le plafond. Donc, c'est là ça, les gars là sont venus maintenant au-dessus de moi, ils ont dit, m'ont attrapé, et ils voulaient faire ce qu'ils veulent de moi. Il dit, ah! Donc, moi, j'ai commencé à avoir peur maintenant. Je dis, ok. En ce moment, ma tante, parce que je vivais chez ma tante, en ce moment, ma tante était en voyage. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je rentre à la maison, il me couche, j'arrive pas à dormir. Je dis, ok. Donc, il y avait une autre tante là, je suis parti, je lui ai expliqué la situation. Elle dit, ok. Elle allait expliquer à notre grand-mère. Notre grand-mère allait voir notre imam. Et c'est dans ça maintenant, l'imam dit à ma grand-mère que non, il faudrait que non, qu'il fasse des sacrifices parce que je suis beaucoup attaqué parce que le marché qu'ils ont délocalisé là, qu'ils ont besoin de quelqu'un pour sacrifier. Voilà. C'est quelqu'un là aussi que moi je suis la proie idéale quoi, en fait. Parce que étant gamin, il était très intelligent. Voilà. À l'école, il était très intelligent. Et puis en plus, il était puceau. Voilà. Donc il dit que non, qu'il était un proie idéal pour cela. Donc, pour que cela n'arrive pas, il faudrait qu'on fasse des sacrifices. Et il dit, ça c'est quoi ça encore? Donc c'est ma grand-mère maintenant qui dit à ma tante. Ma tante maintenant dit que non, qu'il doit faire très attention. Que même si je vais aller à l'école, que donc il doit faire grand tour, ou même il ne faut pas que je vais aller à l'école. Faire une semaine pour ne pas aller à l'école. Parce qu'actuellement, c'est trop chaud.
tu vois. Je dis ok. Donc ma tante ne m'a pas caché là, elle m'a parlé directement. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est dans ça maintenant, je ne partais pas au school, tu vois, non. Mhm. Donc après cela, ma tante ils ont fait le sacrifice. Ils ont fait le sacrifice. On a mangé entre nous les enfants, et puis ça là à l'école. Dans ces 2 jours-là, bon, on était plus puceau, hein. On était plus puceau. J'ai fait ça vite fait. Donc, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, rien ne m'est arrivé. J'ai fait mon cursus scolaire. Bon, le marché, le marché est toujours tel qu'il est, hein. Donc, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Bon, vous avez dit que non, il y a quelque chose qui allait se passer. Du coup, quand il y a eu des accidents, les greniers ont fait des accidents au niveau du marché. Mais en ce moment-là, moi, je n'étais plus, là-bas encore. Bien sûr, c'était ma petite histoire. Likez, partagez, commentez. Merci bien, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, me voilà encore pour vous conter une nouvelle histoire concernant mon grand-père. Donc à l'époque, mon grand-père était rentré dans une confrérie de sorciers. Sauf que pour mon grand-père, sa sorcellerie est un peu particulière, je dirais, parce que pour lui, il voulait juste que ça soit ses enfants, qu'on entend parler juste de ses enfants, partout où il serait, on entend juste parler de ses enfants. Pourtant, le village était tellement grand. Donc, il est rentré dans la sorcellerie pour l'intelligence de ses enfants. Au fur et à mesure, avec le temps, il y avait juste ses enfants qu'on entendait. Donc, chez lui, il y avait des enfants qui avaient le bac. C'était toujours chez lui. Des enfants qui avaient plus de bac, qui avaient le BPC à l'époque, qui avaient le CEP, qui apprenaient très bien et qui devaient avoir des bons emplois. Donc, c'était ça son but. Avec le temps, et les gens du village ont commencé à constater comment c'est fait-il qu'il a plus de 29 à 30 enfants et c'est seulement ces enfants qui réussissent. C'est toujours ces enfants qui ont les grands postes. C'est toujours ces enfants qui sont sollicités. C'est toujours ces enfants qui ont des grands diplômes. Donc, mon oncle, mon grand-père, il volait l'intelligence des enfants des autres villages et il donnait ça à ses enfants. Le temps est passé, c'était toujours la même histoire. Sauf que quand les gens l'accusaient de sorcellerie, il disait toujours aux gens, je suis sorcier, est-ce que vous avez déjà entendu parler ici que j'ai perdu mes enfants? Et depuis que mon grand-père avait ses enfants, il n'avait jamais perdu aucun de ses enfants. Aucun de ses enfants, tu as entendu que ses enfants sont morts, son petit-fils est mort. Tous vivaient toujours, ses neveux, côté ses enfants de ses soeurs, les enfants de ses frères, tous étaient en vie. Et les gens se posaient la question, mais s'il est réellement sorcier, qu'est-ce qu'il donne en échange? Pourquoi il ne tue pas? Parce qu'on sait que les sorciers, généralement, ils sont censés donner leurs enfants en sorcellerie, donner leurs femmes, donner leurs cousins, donner un membre de leur famille. Pourtant, lui, il a 3 femmes. Ses femmes sont toujours en vie. Ses enfants sont toujours en vie. Ses petits-fils sont en vie. Ils apprennent très bien. Pourquoi il n'en perd pas? Et c'était toujours sa justification. À chaque fois que les gens le traitaient de sorcier. Je suis sorcier. J'ai tué qui? Qui est mort chez moi? Donnez-moi une preuve. Donc pour lui, c'était ça le but. Jusqu'à ce que le temps s'est écroulé et tout. Après, je me dis que les années sont passées. Pour lui, il pensait qu'en donnant l'intelligence à ses enfants devaient être reconnaissants. Genre en ayant les grands postes. Ses enfants allaient normalement l'aider, l'offrir les choses, le faire tout pour lui. Mais en grandissant, les enfants, comme ils sont, il y a d'autres qui vont reconnaître, il y a d'autres qui vont passer leur chemin. Effectivement, c'est ce qui vivait. Parce que dans tous ces enfants, dans ces 20 et quelques enfants, on peut compter les enfants qui s'occupent de lui jusqu'à présent. Et il fut un temps, je me dis, depuis 2018, il a commencé à perdre. Mais ces enfants, il a commencé à perdre. Les enfants, c'était des grands enfants. Comment des enfants, des femmes adultes
qui était déjà dans la quarantaine. Mais depuis qu'ils sont si jeunes, personne n'avait perdu aucun. Il a commencé à perdre des enfants. Il a commencé à perdre une fille aînée. Après, il a perdu une deuxième. Les gens voulaient vraiment croire que c'était lui. Après, on s'est dit, mais ça ne peut pas être lui parce qu'il avait l'opportunité. Là, il est déjà assez vieux. Il ne voit plus très bien. Pourquoi il va le faire quoi? Il veut rajeunir. Et donc, tout ça, c'était son fils aîné qui est rentré dans la Rose-Croix. Qui est rentré dans la Rose-Croix et qui terminait ses sœurs, qui étaient maintenant à l'origine des décès. Pendant que lui, le grand-père, était dans sa sorcellerie, mais lui ne tuait pas. Après, les gens disent qu'il était quand même en complicité parce que lui, quand on sait que c'est un sorcier, même si jusqu'à présent, il nie que c'est pas un sorcier, que les gens l'accusent à tort, que c'est pas un sorcier, il n'a rien à voir dedans. Donc, les gens se disent que il sait que son fils est le fils en question qui tue, c'est le fils qui l'aide dans tout. Je pourrais dire que c'est le fils qui lui donne à manger, qui lui envoie des choses, des objets, des motos, des trucs. On s'est dit que lui sait que son fils est un sorcier. Et pourquoi il n'intervient pas en disant à son fils, arrête de faire ce que tu es en train de faire? Parce que tous, nous savons que c'est lui le sorcier. On peut se dire qu'il est en complicité avec son père parce que son père sait. Pourquoi il n'explique pas à son fils en disant que moi je suis dans des trucs traditionnels mais j'ai jamais tué? Pourquoi toi tu arrives pour éliminer tes frères et sœurs? Donc c'est un peu ça la situation dans laquelle nous vivons encore. Et je vais vous raconter d'autres histoires concernant mon grand-père et tout. Au revoir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.